RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Nous allons ouvrir ce débat qui, à mon avis, va encore provoquer beaucoup de réactions très négatives. On va parler de la circoncision. Jean-Marc Bobo, bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai eu envie d'ouvrir, de mettre les pieds dans le plat, même, je vais dire, parce que j'ai reçu de manière tout à fait discrète cette grande enquête qui a été faite par un Danois. Et cette enquête démontre, elle a été faite très sérieusement, comme toute enquête bien sûr, démontre que beaucoup d'hommes circoncis, donc presque 30%, ont moins de plaisir lors des rapports sexuels. Et ce qui est encore plus surprenant, 20% des femmes ont moins de plaisir avec un homme circoncis qu'avec un homme qui n'est pas circoncis. Et je me suis dit, mais quand même... Il faut en parler parce que on est là, après tout, la circoncision, c'est qu'un tout petit bout de peau qu'on enlève, etc. Mais le prépuce, c'est pas rien. Non, le prépuce, c'est, j'allais pas dire que c'est indispensable au plaisir sexuel, mais ça fait partie. C'est un organe entier. La verge est un organe entier avec un prépuce, et donc ce prépuce a toutes les fonctions érotiques que l'on connaît. Déjà, ça permet d'exciter le gland parce que quand il y a un coulissage du prépuce sur le gland, ça provoque une sensation d'excitation qui n'existe plus quand le prépuce a été retiré. Et puis on s'aperçoit effectivement au fil des études qu'il y a dans un certain nombre de patients, alors 30% de patients qui se plaignent de problèmes sexuels et 20% des partenaires, ça veut dire que la majorité ont quand même une sexualité correcte. Bien sûr, mais enfin c'est quand même pas anodin. Voilà, c'est pas anodin, et donc le problème c'est qu'on ne peut jamais aborder le problème de la circoncision sans déclencher des passions folles, qui sont des passions qui sont pas des passions scientifiques, qui sont pas des passions raisonnées, mais qui sont des passions philosophiques, religieuses, culturelles, voilà. Donc le problème ne se pose pas en ces termes-là, ou plus exactement pour le médecin que je suis, ça peut se poser à un niveau, c'est-à-dire que la circoncision faite en très bas âge, ça a fait l'objet d'un débat au Parlement européen où on a opposé le respect des traditions religieuses et le droit à l'enfant à son intégrité physique, et les parlementaires ont tranché en disant que un enfant, on devait respecter son intégrité physique, que le vieil adage que les enfants on peut les circoncire parce qu'ils n'ont pas de douleur, c'est faux. L'enfant ressent, même le fœtus dans le ventre de sa mère peut ressentir la douleur, donc c'est un argument qui ne tient pas. Après, bien évidemment, les circoncisions rituelles entre guillemets ont beaucoup évolué. Maintenant, ça se fait avec une anesthésie, ça se fait de mieux en mieux, mais reste à démontrer que ça a un intérêt et que ça ne provoque pas de problèmes ultérieurs. On pourra parler éventuellement des problèmes de circoncision et des infections, où là effectivement il y a des choses qui sont intéressantes. Oui, alors revenons sur justement la masturbation. On comprend bien que le fait qu'il y ait encore le prépuce, ça permet au fourreau de glisser sur le gland. Alors certains disent que la circoncision elle a été justement voulue pour lutter contre la masturbation. Oui. Alors qu'en fait c'est le contraire. On s'aperçoit d'après certaines études que les hommes circoncis se masturbent davantage que les hommes non circoncis. Donc c'était pas nécessairement un argument qui était vrai. Mais on comprend bien qu'évidemment pour un homme non circoncis c'est plus agréable de se masturber. On a peut-être plus de sensations, et il est évident que quand il n'y a plus de prépuce, le gland va forcément un peu se durcir. C'est ça, les couches superficielles du gland, ce qu'on appelle l'épithélium, va s'épaissir puisqu'il est moins protégé, et donc il va être obligé de faire face à toutes les agressions, et donc il peut perdre un peu de sensibilité. Mais là-dessus, il faut là aussi être raisonnable, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été circoncis pendant son enfance, il n'a pas de point de repère, c'est-à-dire qu'il va vivre sa sexualité d'homme circoncis sans forcément se repérer à d'autres. Exactement, il n'a pas de souvenir de ce que c'était mieux avant, bien sûr. Par contre, quelqu'un qui va être circoncis un petit peu plus tard, pour des raisons médicales essentiellement, il peut y avoir, et c'est la raison pour laquelle on fait très attention à ne pas prescrire de circoncision n'importe comment. Il y a des indications médicales, mais on essaie, si vous voulez, de limiter complètement ces indications parce qu'on sait qu'il y a nécessairement un retentissement sur la
sexualité, qui peut s'effacer avec le temps. Il ne faut pas effrayer tous les patients à qui on va proposer une circoncision pour des raisons médicales. Alors, on va revenir aussi à cette enquête danoise. Donc, et la femme, 20% donc de femmes qui reconnaissent avoir moins de plaisir avec un homme qui est circoncis. Pourquoi? Donc, d'abord parce que souvent les hommes circoncis ont besoin de coups de boutoir, si je puis dire, plus violents pour avoir des sensations équivalentes à un homme qui n'est pas circoncis. Et donc, certaines femmes se plaignent que c'est un peu trop fort, que ça leur fait mal. Il y a notamment cet argument-là. Oui, c'est le même argument que tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où la sensibilité du gland est un petit peu moindre que chez des hommes non circoncis, on peut parfaitement imaginer que le rapport sexuel, l'homme va rechercher davantage de contact, et davantage de contact, ça peut être un petit peu désagréable pour la partenaire. Alors on va revenir aussi sur tous les arguments qui sont pour la circoncision. Donc il y en a un évidemment qui a fait grand bruit, c'est que ça permettait de mieux lutter contre le VIH, contre le sida. Oui. Alors c'est à la fois vrai, mais en même temps dangereux à trop mettre en avant. Alors ça, par contre, c'est avéré, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le fait d'être circoncis, ça diminue le risque de contracter et de transmettre le virus du sida. Il y a même des chiffres qui ont été annoncés disant que ça réduisait de l'ordre de 60% le risque d'acquérir le VIH. C'est vrai que l'ONU-SIDA et l'OMS ont lancé des grandes campagnes de circoncision chez des hommes volontaires en Afrique, où là le sida est un véritable fléau, et en espérant faire diminuer ces chiffres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a très probablement un facteur favorisant la prévention. Il n'empêche quand même que dans des pays comme le Maghreb, des pays comme le Moyen-Orient, où les hommes sont généralement circoncis dès la naissance, il y a des cas de sida. Non seulement il y a des cas de sida, mais ça fait partie des régions à l'heure actuelle qui inquiètent les autorités internationales, parce que ce sont elles qui ont une augmentation plus importante du nombre de sujets qui se contaminent. Donc la prévention, si on prend les chiffres par exemple d'un pays comme Israël, où là effectivement les hommes sont circoncis aussi, la prévalence de l'infection est exactement la même qu'en Europe occidentale, où là tous les hommes ne sont pas circoncis. Donc il faut être très prudent. Et puis surtout, ça peut véhiculer l'idée qu'à partir du moment où on est circoncis, on n'a plus de risque. On n'a plus besoin de mettre de préservatifs. Voilà. Et donc il y a des objections là-dessus. C'est qu'on s'est aperçu que dans certaines études, les hommes qui avaient été récemment circoncis reprenaient beaucoup trop rapidement après l'intervention chirurgicale les rapports sexuels, avec parfois des lésions qui n'étaient pas totalement cicatrisées, et finalement ils se contaminaient davantage que les autres. Donc on peut tout faire dire aux statistiques. Ce qui est vrai et qui est avéré, c'est que réellement les hommes circoncis, la circoncision peut diminuer la transmission, mais ça ne l'annule absolument pas. Alors Jean-Marc Bobo, il y a un autre argument qui, alors celui-là est tout à fait culturel. Si le père est circoncis, il faut que le fils le soit, parce que sinon il aura l'impression d'être différent de son père. Bon, alors là on est dans un argument qui est complexe, parce qu'il il n'est pas faux à la fois cet argument, mais en même temps, si à ce moment-là on continue aussi à exciser les petites filles, puisque de toute façon la mère était excisée, excisons la petite fille, quoi. Alors d'abord, je suis pas persuadé que la comparaison d'un fils avec son père doit s'arrêter au sexe. Non, moi non plus. Et que donc là, en revanche, je ferai pas le parallèle entre circoncision et excision, parce que l'excision c'est vraiment une mutilation. Bien sûr. Ça équivaudrait à couper le gland chez un enfant. Mais là aussi, encore une fois, je le répète, le droit à l'enfant de choisir et à son intégrité physique me paraît tout à fait important. Et le fait que un petit garçon non circoncis ressemblera pas à son père, encore une fois, il n'y a pas que l'aspect du pénis qui doit faire juger si le garçon ressemble ou non à son père. Il y a aussi quand même d'autres critères. Bien sûr, mais enfin, on sait à quel point le pénis chez l'homme, c'est quand même le critère essentiel. Vous me direz pas le contraire. Mais oui, non, mais c'est certain. Mais bon, encore une fois, à partir du moment où on commence pour un petit garçon à focaliser sur l'organe sexuel, parce que justement on est intervenu dessus d'une manière ou d'une autre, on va justement justifier cette obsession du pénis chez le petit garçon. Donc autant le laisser évoluer avec son pénis. Mais moi j'ai l'impression, Jean-Marc Bobo, que dans cette question de circoncision, il y a vraiment un symbole très très fort, parce que je sais que chaque fois que vous ou
quelqu'un d'autre a prononcé des termes un petit peu contre la circoncision, j'ai reçu toujours des mails, mais très très agressifs, comme si j'attaquais leur religion, quoi. Alors que le but, il est pas d'attaquer qui que ce soit, c'est juste de permettre aux générations futures d'être plus dans l'intégrité de leur corps et de leur plaisir, quoi. Bien sûr, toutes les religions sont respectables, mais c'est vrai que les religions, elles doivent s'adapter aussi à la société, et qu'à partir du moment où il y a des risques sur la santé, il faut essayer d'en parler, même si je répète que les circoncisions rituelles ont beaucoup évolué ces dernières années, et que maintenant ça se fait dans des conditions d'hygiène, des conditions de moindre douleur pour les enfants. Mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement sensible d'un point de vue psychologique, et c'est vrai que le fait de les quelques paroles que je viens de prononcer, ça va déchaîner effectivement des passions de gens qui vont imaginer que ce sont des propos racistes, antisémites, anti-ceci, anti-cela. Bien sûr que non, ça n'a strictement rien à voir. Vous savez, moi je rapproche ça un petit peu des mamans qui soient ni juives ni musulmanes et qui essaient de décaloter leur petit garçon à tout prix parce qu'il faut voir ce qu'il y a en dessous, puis il faut nettoyer, puis il faut laver, etc. On se bat depuis des années pour qu'on respecte les verges des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire aux mamans que le fait de décaloter un petit enfant, c'est une agression. Bien sûr. Non seulement c'est une agression psychologique, et le petit garçon risque d'en souffrir, mais une agression physique dont on peut voir les conséquences plus tard. Donc là aussi, il faut respecter le prépuce quand il existe, il faut le laisser évoluer normalement, et on verra que vers l'âge de 10 ans, sans avoir forcé, on aura un décalotage qui sera tout à fait normalement. C'est ça, oui. Alors que c'est sûr que quand ils sont encore tout petits, parfois on va aller même jusqu'à le circoncire parce qu'on croit qu'il n'y a pas suffisamment de coulissage, alors qu'au fond c'est tout à fait normal parce qu'il n'est pas encore. C'est tout à fait naturel parce que les muqueuses n'ont pas encore évolué. On se retrouve dans un instant, Jean-Marc Bobo. On continue à parler de circoncision. Quels sont les avantages de la circoncision? Vous nous direz s'il y en a, bien sûr. Tout ça dans un instant. RMC, l'amour et vous. Et on retourne du côté d'RMC.fr, Jean-Marc Bobos, avec Michel. On a beaucoup parlé de confiance aujourd'hui. Elle nous dit, je pense que la confiance est d'abord utile car toute forme de tricherie, de mensonge avec soi-même se voit aussitôt sanctionnée par une autre personne. Pour faire confiance, il faut certes en avoir envie, mais aussi avoir un certain recul vis-à-vis de soi-même. Alors une réserve est peut-être souhaitable, mais nous rejoignons un doute sain. Pas question de penser par exemple que les hommes sont tous pareils. Voilà, alors moi je pense que en effet, je pense que faire confiance à l'autre me semble être un petit peu indispensable dans une relation. Maintenant, donner toute sa confiance, c'est quelque part partir sur un idéal qui ne veut pas dire grand-chose au fond, parce que bien sûr que l'autre va forcément nous décevoir, mais comme on va le décevoir, non ? Bien sûr, et personne n'est irréprochable et il faut savoir accorder un petit espace de liberté, même si cet espace de liberté n'est pas nécessairement utilisé. Bien sûr, parce qu'au fond, la confiance, c'est à la fois un grand mot et puis je dirais, ça devrait presque être naturel de faire confiance. Au fond, au départ, on devrait tous faire confiance aux gens qu'on rencontre. Bien sûr. Et après, évidemment, si la confiance est trahie, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, mais à mon avis, il faut pas regretter au départ de faire confiance. Moi j'ai remarqué que par exemple, les gens qui ont tendance à être malhonnêtes font pas tellement confiance, mais au fond c'est parce qu'ils projettent leur malhonnêteté sur les autres. Et les gens qui sont naturellement honnêtes, c'est souvent eux qui font confiance et qui éventuellement vont se faire un peu avoir. Mais et la méfiance n'est pas forcément un rempart contre l'infidélité, donc il faut là aussi modérer. Voilà. Maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent aussi. Voilà. Mais je suis pas complètement d'accord avec cette phrase d'ailleurs. Sur le contrôle, dans les relations humaines, ça me paraît un petit peu fort comme terme. Voilà. Et puis, de toute façon, on est toujours surpris par l'autre. Et puis parfois, on est bien surpris. Enfin, en tout cas, c'est une bonne surprise. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et nous sommes toujours avec Jean-Marc Bobo. On parle de la circoncision, pour ou contre. Alors justement, on a été plutôt contre jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des avantages quand même à la circoncision, Jean-Marc Bobo ?
Alors les avantages, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé à propos de la transmission du VIH et c'est tout à fait indéniable que les études sont claires. Mais d'autres avantages. Est-ce que ça améliore l'hygiène? C'est ce qu'on entend aussi parfois. Oui, enfin, sauf que tous les hommes qui sont pas circoncis sont pas nécessairement sales. Ce qu'il faut simplement, c'est que les mamans, au lieu d'essayer de décaloter leurs petits garçons, leur apprennent simplement les gestes d'hygiène classiques, c'est-à-dire de se laver en décalotant bien quand ils peuvent le faire spontanément et sans forcer, matin et soir. Et donc, avec une hygiène comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut reconnaître aussi que la circoncision peut avoir des avantages dans un certain nombre de cas particuliers. C'est-à-dire que quand on a affaire à des gens qui ont des prépuces trop serrés, qui ont du mal à décaloter, ou des freins trop courts, ou des infections à répétition. Donc là, on est amené, quand on a essayé tous les traitements médicaux, à proposer une circoncision ou une postectomie, c'est-à-dire un élargissement du prépuce. Et donc, c'est une intervention qui, là, au côté, va apporter un gros soulagement, parce que bien souvent, ces hommes ont des douleurs lors des rapports sexuels. Ils ont une vie sexuelle qui est parfois très gênée, et ils perdent l'érection parce qu'ils ont mal. Et donc, la circoncision permet de sortir de cette galère et de leur redonner une sexualité correcte. Mais ce sont des indications médicales et je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Nous avons Thomas qui nous appelle et qui a l'air très inquiet. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Marc. Bonjour Thomas. Voilà. Donc effectivement, j'ai pas fait une circoncision, j'ai fait effectivement une ablation du frein jeudi dernier. Oui. Parce qu'effectivement, je veux dire, je suis suivi aussi par un invité que Brigitte reçoit régulièrement. Et anatomiquement, oui, voilà, je présentais effectivement un frein trop court. Et je fais partie effectivement des hypersensibles du gland et donc forcément des éjaculateurs précoces. Donc j'ai mis très longtemps, du coup à me demander si je devais me faire enlever ce frein. J'ai sauté le pas, c'était donc la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai effectivement, d'après ce que vous me dites, moi malgré tout j'ai peur de mes futures relations. Oui. Enfin, moi, excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Vous avez enlevé le frein pour éviter l'accélération. C'est quand même étonnant. Alors. Non, je plaisante. Parce que comme vous me dites. J'ai bien compris. Alors, sauf qu'effectivement, je veux dire, j'ai quand même, avant de sauter le pas, j'ai cherché effectivement sur Internet, j'ai essayé effectivement d'avoir des renseignements, et c'est vrai que le frein, pour la plupart des renseignements que j'ai récupérés, ça permet lorsque la verge est au repos de justement de pouvoir se recaloter. C'est la seule information que j'ai trouvée au niveau clinique. Donc voilà, c'est pour ça que... Non, mais le frein court, vous avez raison, le frein court, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. C'est un frein qui est extrêmement sensible, c'est-à-dire que ça donne même des douleurs lors des rapports sexuels. Ça peut aller jusqu'à la rupture spontanée du frein, ce qui est extrêmement désagréable. Saigner terriblement. Ça fait saigner beaucoup, les hommes sont très inquiets, même si c'est pas grave, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut polluer sérieusement la vie sexuelle. Donc, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une plastie du frein. Il faut faire ça avec un chirurgien, donc qui élargit le frein, le rend beaucoup moins serré, et vous allez récupérer une capacité sexuelle sans aucun problème. Simplement, il faut attendre un petit peu la cicatrisation. Ouais. Ça peut mettre plusieurs semaines parce que c'est quand même un endroit un peu fragile, et puis c'est un endroit qui est, même si vous faites attention au rapport, qui est sujet à des érections involontaires, donc ça retire un peu sur la cicatrice, mais ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai plus de frein. Moi, vous me parlez d'élargir le frein. Moi, j'ai plus de frein. Là, j'ai effectivement j'ai une cicatrice avec 6 points, mais j'ai plus de frein du tout. Oui, mais voilà. Ça dépend des techniques opératoires, et donc il y a plusieurs techniques qui dépendent de l'état dans lequel on a trouvé votre frein. Mais peu importe, ne vous inquiétez pas. Puis pour les hommes qui se font circoncire pour des raisons médicales, il y a effectivement une adaptation qui va se faire dans les semaines ou les mois qui suivent l'opération, et ça va leur permettre de retrouver une sexualité. Encore une fois, on ne perd pas systématiquement les hommes, on ne perd des hommes qui sont très gênés, et entre la gêne qu'ils avaient avant et après l'opération, en général, il n'y a pas photo. Oui, vous, a priori, vous allez vous sentir mieux, donc faut pas vous inquiéter. En même temps, je pense pas que ça ait beaucoup à voir avec votre éjaculation précoce, en revanche. Ça, par contre, je suis pas tout à fait sûr. Alors, donc, si je peux me permettre, donc... Permettez-vous, oui.
L'urologue que j'ai rencontré m'a expliqué que le frein lors du rapport mettait effectivement mon gland par rapport donc on va dire à l'intimité féminine, le mettait effectivement mettait le bord du gland très très sujet au frottement par rapport donc à la cavité féminine. Là, il m'explique que le gland du coup il reste dans l'axe. Bon, il m'assure pas effectivement que je serai effectivement il a fait Polytechnique, votre urologue? Il a fait Polytechnique. Non. C'est de la haute balistique, hein. Mais non, mais je pense qu'il a pas tout à fait tort. Mais c'est vrai que c'est vrai que l'éjaculation prématurée se résume pas uniquement à des problèmes de frein. Ça va vous aider et ça va vous permettre. Mais non, c'est un problème d'accélération. J'arrête pas de le répéter. Arrêtez de me parler du problème de frein. Enfin. Et donc ça va vous permettre de mieux analyser un petit peu ce que vous ressentez, parce que la douleur c'est quelque chose qui gêne beaucoup. Je suis désolée Thomas, mais moi je persiste et signe. Hein. Je crois que le problème d'éjaculation précoce, il est plutôt ailleurs et bon, enfin en tout cas on va pas enlever l'effet placebo que vous a donné votre urologue, ça va aller beaucoup mieux de toute façon, ne vous inquiétez pas. Merci Jean-Marc Bobo, en tout cas voilà, hein, c'est pas un sujet tabou pour nous, on en a parlé. Pour ou contre la circoncision, a priori on est plutôt contre, hein. Osons le dire. Voilà. Disons qu'on n'est pas tout à fait pour. Oui, moi j'ose le dire parce que quand j'ai lu cette enquête, franchement ça m'a fait froid dans le dos.